Bonjour tout le monde, bienvenue à notre événement Pourquoi j'ai fait le saut en politique, qui est un événement, une collaboration en fait avec le comité femmes de Projet Montréal. Je me présente, je m'appelle Annie Grégoire-Gauthier, je travaille à la permanence de Projet Montréal et ça me fait plaisir aujourd'hui de participer à cet événement avec quatre. On a la chance en fait d'avoir quatre de nos élus de Projet Montréal qui ont accepté de venir nous parler de leurs expériences, de leur parcours. Donc, je vous les présente tout de suite. On a Caroline Bourgeois, qui est mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. On a Sophie Moserolles, qui est conseillère de ville du district de Sainte-Marie dans l'arrondissement de Ville-Marie. On a Fanny Magini avec nous, qui est conseillère d'arrondissement du district de Jeanne Sauvé dans l'arrondissement d'Outremont. Et on a Magda Popeanu, qui est conseillère de ville du district Côte-des-Neiges dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Donc, bonjour à vous quatre et merci infiniment de vous joindre à nous ce soir pour cette belle discussion. Avant de commencer avec une première question, en fait, je vais vous parler un petit peu du déroulement de la soirée. Donc, on va avoir une première période de discussion où on va avoir l'occasion de revenir un peu sur vos parcours respectifs et vos expériences comme élu municipal. Mais on a aussi prévu une période de questions pour le public. Donc, on a déjà reçu quelques questions, de très bonnes questions en avance. Et aussi pour les gens qui nous regardent, vous avez toujours la possibilité de poser votre question dans l'onglet Q&R, donc dans le bas du Zoom. Et on va essayer aussi là, de répondre au plus de questions possibles ce soir. Alors, je me lance tout de suite avec une première question. En fait, j'ai envie de savoir quel est votre parcours avant d'être devenu élu municipal à Montréal. Donc, est-ce que vous avez eu une carrière avant ça, des études reliées ou non à votre travail actuel? Donc, j'ai envie de vous lancer là, avec cette première question-là. Peut-être, Caroline, si on peut peut-être commencer avec toi. Oui, donc merci Annie. En fait, pour mon parcours, de mon côté, on a tout un parcours différent les unes des autres, mais moi, j'ai été en fait étudiante en journalisme. J'ai fait mon bac en journalisme où je rêvais à ce moment-là de devenir, moi, journaliste parlementaire à Québec ou Ottawa. C'était mon souhait. Et puis, lorsque j'ai terminé mes études en journalisme, j'ai travaillé comme directrice d'information à la radio communautaire CIBL. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais être peut-être plus qu'un témoin que de raconter finalement l'actualité dans les quartiers, mais j'avais envie plutôt d'y prendre part concrètement. Donc, ce qui m'a amené à faire une réflexion aussi et que je me suis inscrite, où j'ai complété ma maîtrise en management municipal et où je me suis particulièrement impliquée aussi dans mon quartier comme citoyenne. Moi, bon, vous savez, je suis mairesse de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, donc dans l'est de Montréal, où j'ai siéger notamment comme citoyenne des comités citoyens industries, parce qu'on a des industries très lourdes, là, donc des comités environnementaux sur la qualité de l'air. Je m'impliquais aussi comme citoyenne pour améliorer le transport collectif dans mon secteur. Et puis, c'est de cette façon-là, finalement, comme engagement citoyen, qui n'était pas un engagement politique, davantage citoyen. J'ai travaillé aussi en développement local dans une table de concertation. Et on m'a approché pour faire le saut en politique du haut de mes 24 ans à l'époque, déjà en 2009. Et c'est ce qui m'a mené à une première expérience politique. Merci beaucoup, Caroline, super intéressant. Donc, on peut poursuivre peut-être avec Sophie. Oui, bonjour tout le monde à la maison. On aurait aimé ça faire ça en présentiel comme tous les événements, mais bon, on va se contenter du Zoom. Mais n'hésitez pas à participer. On a super hâte de répondre à vos questions. Puis merci d'être avec nous ce soir. Moi, de mon côté, en fait, moi, j'étais une éternelle étudiante. Je me destinais pas mal à une carrière universitaire. J'étudiais là, dans les domaines des sciences humaines, puis je me voyais pas faire autre chose et je pensais pas mal rester à l'université. Puis ceci dit, je me suis toujours intéressée à la chose publique, mais de loin, là, plus dans le monde des idées et tout ça. Et pour moi, la politique, c'était quelque chose qui était très, très, très inaccessible et un peu distant, sur lequel, justement, on posait un regard plus critique, mais de loin. Et contrairement à d'autres profils académiques, même en sciences humaines, comme par exemple en Sciences Po ou en communication, moi, dans mon profil, on n'était pas vraiment encouragé, là, par exemple, à faire des stages ou tout ça. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui était
très, très loin de ma réalité. Puis, il est arrivé un événement particulier dans ma vie. Je suis tombée enceinte et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, là, mais ça a vraiment été un événement là, qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie. Puis, de fil en aiguille, là, grâce à de heureux hasards, mais aussi grâce à cet événement-là, je me suis lancée en politique en 2017. Merci beaucoup. Fanny? Oui, alors bonsoir à toutes et peut-être à tous, mais j'imagine surtout à toutes. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que c'est vraiment cet événement-là qui est organisé, je pense, sur une base annuelle à Projet Montréal, qui m'a vraiment motivée à faire le saut en politique. C'est vraiment quelque chose qui me trottait dans la tête depuis de longues années. Et cet événement m'a vraiment permis de poser toutes sortes de questions qui me tracassaient aux élus femmes qui étaient présentes à ce moment-là. Je pense notamment à Émilie Thuillier, qui vraiment, grâce à elle, a été une inspiration. Donc, tout ça pour dire que je suis vraiment heureuse d'être ici en espérant pouvoir inspirer, motiver certaines femmes qui nous écoutent aujourd'hui à faire le grand saut. C'était ma petite introduction, je m'excuse. De mon côté, en fait, j'ai un parcours, voilà, j'ai étudié en sciences politiques, j'ai toujours mangé de la politique, j'ai toujours été passionnée par ces questions-là. J'ai fait une maîtrise en sociologie, un DESS en diplomatie, j'ai fait un stage au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et en rentrant à Montréal, j'ai eu la chance de commencer ma carrière en lobbyisme pour, à l'époque, la FEUC, ça me vieillit beaucoup de dire ça, la Fédération étudiante universitaire du Québec. Donc, voilà. Ensuite, j'ai travaillé pour les fonds de recherche du Québec et pour eux, je faisais le lien entre le monde de la recherche et les élus. Donc, promouvoir les données probantes auprès des élus du provincial. Et entre-temps, une grossesse, 2 grossesses, 3 grossesses, je me suis arrêtée là, je vous rassure. Et donc, il y a eu cet événement-là. J'avais aidé un ami dans sa campagne électorale en 2013. Et en 2017, notamment grâce à cet événement-là, j'ai décidé de faire le grand saut en politique. Donc, c'est un peu le parcours que j'ai suivi. Aussi, étant donné que je passais mes matinées et mes soirées, je rigole un peu, mais au CPE de mes enfants, je me suis beaucoup impliquée au sein du conseil d'administration, je m'excuse, du CPE. Donc, c'était un peu mon engagement social que j'avais à ce moment-là. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Fanny. Et Magda, la dernière mais non la moindre. Magda, il faudrait allumer votre micro. Ça vient. Donc, je disais merci à tous ceux qui participent et qui ont la patience et la foi de nous écouter. Vous avez entendu, vous avez compris, je fais partie de la diversité, donc mon parcours, il est vraiment atypique et complètement diversifié. Hein, Donc, je suis ingénieure en génie électronique de formation. J'ai immigré au Québec, donc dans 4 mois, ça va faire 30 ans. Donc, j'invite tout le monde à prendre un verre avec moi, là, ça va être la grande fête. Je suis très heureuse de mon choix. Donc, en Roumanie, je suis d'origine roumaine, j'étais chef d'un département que j'ai pris, il y avait 3 personnes et on est rendu à 600. Donc, j'aime bâtir, j'aime construire, j'aime planifier, j'aime que les choses fonctionnent. Hein. C'est ma formation technique, voulez-vous. Donc, au Québec, j'ai eu un cheminement, une carrière en enseignement au Collège Saint-Laurent. Puis, j'étais dans la commission scolaire Marguerite Bourgeois. J'ai commencé comme enseignante, conseillère pédagogique et directrice adjointe dans le même centre où j'avais commencé à enseigner. La passion de la politique, je crois que c'était un souci de bien-être collectif en premier. J'aime beaucoup que tout le monde vive bien, qu'on ait une société, et j'adore le Québec. Je vous ai dit, je suis une grande amoureuse de Québec, et pour moi, épanouir la ville dans laquelle je vis, c'était extrêmement important. Donc, en 2005, j'ai décidé d'inviter chez moi Richard Bergeron, qui était le chef de parti à ce moment-ci, pour le questionner qu'est-ce qu'il va faire pour les Montréalais s'il est élu à la mairie. J'ai invité chez moi Bourque. Tremblay, il a décliné mon invitation. Donc, on m'a offert d'être candidate. J'ai beaucoup hésité.
mon accent, le fait que je suis femme, je ne suis pas capable, et ainsi de suite. Hein. On connaît ça, toutes les femmes. Et finalement, on m'a un peu tordu le bras et j'étais candidate impliquée en Projet Montréal, aidée par le groupe Femmes Politiques et Démocratie. J'étais présidente du Projet Montréal. Puis voilà. Merci beaucoup. Ben justement, ça met un peu la table pour notre deuxième question. On le sait, là, devenir candidate dans une élection, c'est quand même un gros morceau, une grosse décision dans une vie. Donc, je voulais savoir un peu plus précisément sur cette décision-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le saut et à vous engager comme ça et à décider de vous lancer dans cette carrière? Donc, Sophie, peut-être on peut mélanger les cartes un petit peu. Sophie, tu as parlé tout à l'heure de tes enfants, peut-être en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, bien, très rapidement, moi, comme je disais, la chose publique m'a toujours intéressée. Ceci dit, ce qui m'a vraiment donné là, la motivation ou l'élan vraiment là, viscéral de m'impliquer en politique, c'est quand j'ai su que j'étais enceinte d'une fille. J'ai eu une espèce vraiment d'éveil féministe. Là. Moi, mon apprentissage féministe a commencé à ce moment-là. Je pense que j'avais des intuitions et tout ça, là, mais l'idée de mettre au monde un enfant qui n'aurait pas les mêmes chances, qui serait hypothéqué à certains égards, me heurtait profondément et c'est vraiment cet élément-là qui m'a mis en marche. Ceci dit, moi, je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite, hein, parce que cet éveil-là m'a donné le goût de m'impliquer. Alors moi, pendant mon congé de maternité, ça ne me tentait pas de faire des compotes. J'ai commencé à faire du militantisme, du bénévolat politique avec ma puce que je traînais à droite à gauche là, dans différentes campagnes, dans différents événements. Et aussi, justement, dans la perspective je me disais comment je vais faire pour élever quelqu'un en lui disant qu'elle peut tout faire dans la vie si je ne le fais pas moi-même. Donc, moi, ça avait été vraiment l'élan qui m'a encouragée à faire ça. Ceci dit, j'ai aussi bénéficié de plusieurs hasards de la vie, hein, parce que la politique, c'est aussi ça, certaines rencontres, c'est des coups de chance. Puis aussi, des gens qui nous disent qu'on peut, qu'on est capable, qu'on a le bon profil. Moi, je pense entre autres à François Limoges, qui est un bon de notre parti, mais qui, pas une fois, là, à plusieurs reprises, me dit « Hey, Sophie, si tu veux te lancer, fais-moi signe, puis je pense que tu ferais bien ça. » Puis c'est important des gens qui nous disent ça parce que Magda en parlait, là, on a toujours un peu le sentiment d'imposteur. Quand quelqu'un nous approche pour nous lancer, on ne se dit pas oui, on dit bon, ben, on est sûr qu'on va être capable de faire une bonne job et tout ça. Donc, des alliés, tant les femmes que des collègues masculins aussi là, qui viennent répéter ce message-là à nauséam. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir. Puis, ben voilà, j'ai fait le grand saut en 2017. Puis c'était assez fabuleux. Là. Moi, je travaillais à la ville à cette époque-là. J'ai démissionné de mon poste à la ville de Montréal. J'étais enceinte de mon deuxième à cette époque-là. J'ai démissionné un vendredi soir, puis lundi, on annonçait ma candidature pour Projet Montréal. Donc, je me suis jetée à l'eau parce que j'étais poussée par des forces plus grandes que moi, je pense. Merci, Sophie. Fanny, est-ce que tu as envie de nous en dire un peu plus sur ce moment charnière? En fait, de mon côté, qu'est-ce qui m'a poussée comme je l'ai dit tout à l'heure, je savais que je voulais me lancer. C'était vraiment une question de timing. Contrairement à Sophie, que je trouve extrêmement courageuse de s'être lancée alors que tu avais déjà un petit bébé, enceinte aussi, tu as toute mon admiration. Moi, j'avais les bras trop pleins avec mes enfants et je n'arrivais pas à concevoir un engagement politique avec des enfants en bas âge. Donc, j'ai vraiment repoussé ce projet de me lancer en politique jusqu'à temps que ma troisième ait finalement 2 ans et que mon plus vieux soit un peu plus vieux, mes plus vieux soient plus vieux. Et en fait, ce qui a été aussi plus difficile de mon côté, ça a été à quel palier de gouvernement je souhaite m'investir d'abord comme première expérience politique. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup d'années de réflexion. Est-ce que c'est le fédéral? Est-ce que c'est le provincial? Est-ce que c'est le municipal? Quel parti politique? Quelle pourrait être la famille politique avec laquelle je pourrais partager des valeurs? Donc, c'est sûr que comme toutes les élus, j'imagine, qui sont ici présentes et tous les élus en général, on a des valeurs, on souhaite contribuer à bâtir des politiques publiques qui sont en phase avec nos valeurs
pour moi, il y avait toutes les questions d'inclusion, d'équité, justice sociale qui étaient importantes pour moi, bien sûr, transition écologique. Et finalement, pour être très honnête, au niveau provincial, il y avait toute la question nationale. Étant immigrante, moi aussi, c'est comme si j'avais du mal à prendre position sur la question nationale. Et au niveau de la politique municipale, qui est une politique, on n'a pas besoin de parler de la question nationale, c'était peut-être plus facile pour moi aussi de m'identifier à un parti politique. Ensuite, la politique municipale est une politique qui touche extrêmement de proches monsieur et madame tout le monde. Donc, voilà. Je ne pourrais pas vous dire comment, pourquoi, à quel moment précis je me suis lancée, mais une chose est sûre, c'est qu'en 2017, et notamment grâce à cet événement-là, où je me suis dit, je pense que je suis assez mûre, entre guillemets, pour pouvoir faire le saut en politique. Donc, voilà. Merci, Fanny. Caroline, comment s'est passé le saut en politique? Oui, merci Annie. Donc, moi, je le vois comme, pour ma part, dans mon cheminement, ce sont 2 sauts en politique que j'ai fait. Le premier en 2009 comme conseillère municipale et en 2018 quand je me suis présentée à la mairie d'arrondissement. Puis c'est là que je peux comparer. En 2009, bon, je l'ai dit tout à l'heure, moi, avant même que la campagne débute, j'avais 24 ans. Je voudrais dire que j'avais rien à perdre, dans le sens que j'adorais mon travail, j'étais une citoyenne engagée, puis je me disais, moi, ce que je vais faire, c'est je me lance en politique, je me lance dans cette campagne-là pour pouvoir faire pousser mes idées, les dossiers auxquels je m'implique. Je donne, par exemple, moi, je travaillais beaucoup pour améliorer le transport en commun, puis je participais à des consultations, des séances de conseil, puis je me rendais compte qu'il n'y a personne devant moi qui prenait l'autobus. Puis moi, là, j'étais arrivée à la STM, au maire d'arrondissement de l'époque, avec des cartes, des couleurs, des lignes, des propositions. Il y avait une grande refonte des trajets d'autobus qui avait été faite. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui savait de quoi, dans les décideurs, de vraiment de quoi on parlait. Et là, je me suis dit, moi, comme citoyenne, justement, c'est une occasion pour moi en art de pouvoir m'impliquer. Et je dirais, je sentais même à l'époque, pour plusieurs, je vous dirais, c'était très positif. Je le ressentais beaucoup comme dans mon arrondissement, auprès de la communauté, comme un peu un vent de fraîcheur, une nouvelle candidate. Puis même, on avait participé à un débat, je me souviens, de candidat. Puis mon adversaire, qui était aussi qui était quelqu'un qui n'était pas élu, était en face parce qu'on était différents représentants de nos équipes respectives. Puis je me souviens, il m'avait applaudi, tu sais, puis je me sentais vraiment c'était une perspective super intéressante des femmes. Puis à ma grande surprise, finalement, j'ai été élue comme conseillère municipale en 2009. Mais j'ai perdu mes élections en 2013. Donc, j'ai connu, moi, la victoire et la défaite. Par la suite, je suis allée faire autre chose. J'ai aussi mon enfant. Et en fait, je suis allée travailler. Là, j'ai travaillé comme directrice de cabinet aussi pour l'ancienne mairesse d'arrondissement. Donc, quand, en 2018, j'ai eu la possibilité de me présenter à l'élection partielle, là, la situation était pour moi complètement différente. Non seulement, là, j'étais plus directrice de cabinet, j'avais un emploi que j'adorais à la commission scolaire de Montréal, un poste avec des responsabilités. La politique, souvent, ça stigmatise, là, parce qu'on parle des bons côtés, mais il y a aussi parfois des mauvais côtés. J'avais réussi à passer au-delà de ça. Donc, dans l'administration publique, des mandats intéressants, une famille, maman d'un jeune enfant de 2 ans. Et là, j'avais l'impression qu'au contraire, tantôt, je disais que j'avais rien à perdre. Puis là, j'avais l'impression que j'avais tout à perdre. Et la réflexion, pour moi, c'était beaucoup plus difficile de faire ce saut-là que je l'ai fait 10 ans auparavant. Et on a souvent le syndrome de l'imposteur, on le dit, mais cette fois-là, puis je le dis là en toute... mais j'ai l'impression que j'étais la meilleure personne pour faire la job. Puis ça m'a convaincue de me dire, je me lance, j'y vais. Mais là, on ne m'a pas applaudi dans les débats. Là. Les adversaires n'étaient vraiment pas contents que je me lance. Je n'ai pas eu du tout le même accueil je vous dirais que j'avais pu avoir à 10 ans avant. Donc, beaucoup plus dans l'adversité, dans des conditions beaucoup plus difficiles. Mais en même temps, en me disant, moi, je suis une femme de l'Est, je suis née à Saint-Léonard, j'ai grandi à Pointe-aux-Trembles. Il y a tellement de choses intéressantes qui se passent pour l'Est. J'étais tannée qu'on parle toujours de mon secteur comme un endroit qui est reconnu pour de pollution, de loin.
je savais qu'on avait tellement des projets extraordinaires, puis que je pouvais justement contribuer à ma façon avec d'autres personnes, puis le train passait, puis si j'embarquais pas dedans, je savais très bien que le train, ben, il allait pas repasser. Fait que finalement, j'ai fait le saut, et ce qui m'a amené à être élue déjà depuis bientôt 2 ans en décembre. Donc, ça a été complètement 2 décisions différentes avec des impacts différents, mais dont je suis bien heureuse aujourd'hui. Super intéressant. Merci, Caroline. Donc, Magda, est-ce que votre décision là, de vous lancer, de devenir candidate aux élections, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce saut? Écoutez, j'étais candidate en 2005, je n'ai pas gagné. J'étais candidate en 2009, je n'ai pas gagné. Mais j'ai gagné en 2013 et en 2017. Donc, ça là pour vous dire qu'il ne faut jamais lâcher les filles. Jamais. Donc, la motivation, elle est multifacette. Hein. Premièrement, j'ai un côté très technique, vous avez compris, dans un domaine qui est en mouvement continuel. Dites-vous que j'ai commencé l'informatique avec des cartels perforés, là, on programmait avec des cartels. Et maintenant, je me débrouille pas mal en Zoom. Hein. Donc, je crois que le changement et l'évolution, surtout dans l'intérêt collectif, est absolument essentiel. En deuxième, sur le plan personnel, je voulais me guérir d'un certain cynisme qui était la conséquence de mes 36 années vécues pendant un communisme chambranlant et désespéré à la fin. Et je souhaitais prouver que même si on est immigrante, même si on n'est pas une minorité visible, mais je suis une minorité audible, longtemps on m'a demandé, même maintenant on me demande d'où je viens, je dis que je viens de Côte-des-Neiges. Hein. Et c'était important pour moi. C'était important aussi de prouver qu'on est capable de réussir, qu'on est capable et que c'est une société dans laquelle tu peux réussir. Et j'ai toujours dit qui te permet d'atteindre ton seuil d'incompétence. C'était aussi un concours avec moi-même, mais c'était sur un fondement que j'ai compris vite en écoutant au début Richard Bergeron et Projet Montréal, qui était super révolutionnaire hein, en 2005. On voulait un tramway, on avait plein d'idées avant le temps. J'ai compris que les villes ont changé, qu'on ne peut plus penser le monde et les métropoles du 21e siècle comme on le faisait auparavant, que la mondialisation, la chute d'un système que moi je croyais quand je vivais là-bas qui était immuable, non, on a effacé des frontières, la société a changé et je souhaitais beaucoup que Montréal soit à l'image, que mon choix soit aussi réconforté par mon implication et puis par ma contribution. Merci beaucoup, Magda. C'est vraiment beau de vous entendre. C'est très inspirant, en fait. On reçoit des très bonnes questions là, pendant qu'on se parle, mais j'aurais peut-être une dernière question à vous poser avant qu'on passe à la période de questions du public. Donc, j'aimerais savoir un peu quel bilan vous faites jusqu'à maintenant de votre expérience comme élu. Est-ce que ça correspond à ce que vous vous attendiez? Est-ce que vous êtes surprise? Est-ce que vous avez des surprises? Est-ce que vous avez découvert des choses de vous? Donc, peut-être un petit bilan rapide de votre expérience. Et puis ensuite, on passera à la période des questions du public. Alors, peut-être, Magda, est-ce que vous voulez qu'on reparte le bal avec vous, changer un peu l'ordre? Il y a des avantages d'être la vieille de la gang, là, entre autres, parce que c'est mon deuxième mandat. Dans le premier mandat, si vous m'avez posé cette question, j'aurais dit « Oh non, que je ne suis pas contente. C'est difficile d'être en opposition. » Donc, j'ai fait 4 années d'opposition. Je vous dis, c'est extrêmement difficile, autant à la ville qu'à l'arrondissement où tu n'as pas le pouvoir d'agir. Mais par contre, ce mandat, je ne peux pas dire que je suis tout à fait satisfaite parce que je vis en Côte-des-Neiges, je suis élue en Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, mais j'ai avancé beaucoup de dossiers que je tenais beaucoup à cœur en matière de logement, de salubrité de logement en Côte-des-Neiges. Le logement me tient énormément à cœur parce que je sais que c'est un besoin de base. Se loger correctement, c'est un besoin de base.
J'ai adoré mon mandat au service de la diversité. J'ai travaillé beaucoup avec les nouveaux arrivants, le binôme, les statuts précaires, comment aider ce monde, à se sentir digne, qu'on vit dans une société où on ne les met pas à la marge de la société, qu'on les aide, qui sont des citoyens à part entière. Non, finalement, j'ai des belles réalisations. Écoutez, je suis tellement fière pour la première fois de l'histoire de l'OMHM de 40 ans. C'est parce que j'en ai mis le point sur la table qu'il y a 2 personnes racisées qui font partie de leur conseil d'administration. La même chose à la BNQ, la même chose à la SHDM. C'est une bataille que je ne veux jamais, jamais, jamais lâcher. Donc, je suis contente. Merci, Magda. Fanny, comment se passe ton expérience d'élu? Oui, alors, j'ai une moins grande expérience que ma chère collègue. Mais jusqu'à présent, déjà, je peux dire, je me sens extrêmement privilégiée de vivre ce que je suis en train de vivre en ce moment comme expérience en politique avec mon rôle d'élu. J'ai vraiment réfléchi longuement à cette question et je me dis, en fait, plus j'y pense, plus je me dis, en fait, je suis vraiment fière, en fait, des liens qui ont été faits avec toutes sortes de personnes et toutes sortes d'organismes. Donc, je pense qu'une des premières tâches d'un élu, c'est d'être à l'écoute des citoyens, des citoyennes. C'est d'essayer de comprendre les besoins de notre population qui est extrêmement diversifiée en âge, origine, intérêt. Donc, je pourrais dire qu'à Outremont, quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2017, de bâtir des liens avec nos organismes communautaires qui avaient été délaissés par le passé, de rebâtir des liens avec nos commerçants, nos associations de commerçants. Surtout là, avec la pandémie, ça a été extrêmement difficile pour nos commerçants et une de mes fiertés qui continue en ce moment et qui a commencé avec le début de la pandémie, c'est toutes les semaines, on a des rendez-vous téléphoniques avec nos associations commerciales pour essayer de comprendre quels sont leurs besoins dans l'urgence, comment est-ce qu'on peut les aider. Donc, on est toujours dans voir comment est-ce qu'on peut les soutenir à passer à travers cette crise qui est vraiment difficile pour eux. À Outremont, on a fait preuve vraiment d'une grande agilité et ça, j'en remercie du fond du cœur les services notamment qui, nous, on donne les orientations, mais ce sont les services qui font le travail. Donc, on a fait une expérience fort intéressante de fermeture de l'avenue Bernard cet été. Les commerçants nous ont fait toutes sortes de témoignages pour nous dire que sans cette fermeture-là, les restaurateurs n'auraient pas pu survivre. Donc, ils n'ont peut-être pas fait beaucoup de profit, mais ils ont pu survivre et passer à travers cette saison-là. Oui. Après, on a mis en place un fonds d'urgence dès le début de la crise pour justement fournir du savon désinfectant, des masques réutilisables pour nos commerçants qui puissent les distribuer aux employés. Quoi d'autre? On a fait une campagne de sociofinancement aussi à la fin de l'été. Donc, je vous dirais que personnellement, comme je suis en charge du dossier de la culture et des commerces à Outremont, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec les commerçants. Je continue aussi maintenant pour voir comment on peut les aider dans cette période hivernale et des fêtes aussi. Donc, je pourrais vous dire, ça paraît peut-être pas énorme, il n'y a peut-être pas beaucoup de feux d'artifice autour de ça, mais ces liens, d'être proche des gens et de répondre à leurs besoins et de voir que cette écoute est appréciée par les personnes avec qui on travaille, c'est énormément gratifiant. Ensuite, bien sûr, comme le diraient certainement vos collègues, parce qu'on partage tous les mêmes valeurs, on partage tous les mêmes orientations, et bien sûr, le verdissement de l'arrondissement, nos ruelles vertes, on va avoir 7 nouvelles ruelles vertes qui vont bientôt démarrer. La sécurisation des abords de nos écoles, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, sécurisation de nos rues, de nos ruelles. Il y a tellement de dossiers sur lesquels on travaille. En ce moment aussi, on est en pleine consultation publique pour développer notre plan de développement culturel à l'arrondissement d'Outremont, avec une vision transversale de transition écologique et de lutte au racisme et aux discriminations systémiques, donc d'inclusion. Donc, c'est tellement des beaux dossiers qu'on touche, tellement diversifiés. Et voilà, j'espère que ça répond un peu à la question. Oui, absolument. Merci beaucoup, Fanny. Caroline? Oui, en fait, c'est difficile de... En ce moment, j'ai pas de recul. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est tellement submergé.
j'ai l'impression que des fois, ça va être dans 15-20 ans, peut-être qu'on peut voir certaines réalisations. Bon, dans mon cas personnel, c'est sûr, il y a des choses que je suis fière quand j'avais quitté, je me suis comme conseillère municipale, à l'époque, j'avais comme fait installer les premiers dos d'âne de l'arrondissement. Je suis partie 5 ans, je reviens, il y a à peu près les mêmes dos d'âne. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, c'était comme déjà un arrondissement qui était très, très frileux. Bon, ben, juste l'été dernier, j'en ai fait ajouter comme 63 dans l'arrondissement, qui est pour nous, là, que c'était du jamais vu, là. Puis, en fait, c'est plus qu'un dos d'âne, c'est toute la question, c'est vraiment dans notre perspective d'apaisement de circulation, de rendre les déplacements des piétons, des cyclistes, un peu comme un projet de réaménagement du boulevard Gouin, qu'on a appelé le projet Poussette, pour permettre des déplacements sécuritaires de piétons, cyclistes. Tu sais, c'est le genre de dossier où, je sais, des fois, c'est fâchant. Déjà, je trouve que ça a pris 1 an. Moi, j'ai rarement vu un projet aller aussi rapidement au municipal pour à peu près 350 000 là. Fait que ça a été vraiment, mais ça a changé la vie d'aînés qui me disent, Madame Bourgeois, on a recommencé à découvrir notre quartier, puis on y habite depuis 1984, ou de voir une petite fille qui apprend à faire de la trottinette avec ses parents. Tu sais, ça, c'est le genre de truc qui, j'avoue, tu sais, ça fait du bien, puis ça te permet de dire, OK, oui, ça, je suis fière d'avoir contribué, tu sais, d'avoir travaillé avec les services, d'avoir poussé cette idée-là, des projets d'agriculture urbaine aussi, de complètement repenser là, à l'arrondissement, les premiers arrondissements qui s'est doté d'une politique en agriculture urbaine, qui fait que maintenant, on pense justement comment être capable d'innover. Puis, tu sais, c'est des choses qui sont extrêmement motivantes, puis qui nous permettent de se projeter parce que, si on parle du côté facile, puis un peu par la question des moments plus difficiles, si on se fie juste aux opposants, on ne fera pas grand-chose. Puis, la qualité d'écoute, là, moi, vraiment, je suis très, très à l'écoute, puis je suis une personne aussi qui fait de la politique en étant très, je serais quand même assez pragmatique, là. J'écoute les gens, je rencontre, mais à un moment donné, il faut trancher, il faut prendre des décisions, qui sont sur des projets novateurs, sans quoi ça va être très, très difficile. Puis ça a beaucoup changé, je dirais, dans les 10 dernières années. Puis moi, je trouve que des fois, c'est peut-être un petit peu plus difficile maintenant de faire de la politique parce qu'on a des réactions directes. Là, veux pas la proximité des médias sociaux, en plus en période de pandémie, où moi, souvent, j'avais l'occasion le dimanche matin au Chevalier de Colombe de faire ma tournée, puis j'avais une bonne petite idée, du moins auprès des participants de cette activité-là. Bon, mais ce qu'ils ont vu, on a vu Madame Plante là, au journal local la dernière fois. On l'a lu, on l'a vu à la télé. Puis là, tu as un contact direct, puis tu peux échanger. Là, c'est pas ça. C'est sur les médias sociaux, puis malheureusement, parfois, dans des tons, la plupart, la grande, grande majorité des gens sont extrêmement respectueux, mais il faut vraiment apprendre à se faire une carapace parce que sans quoi ça vient nous atteindre personnellement. Ça peut devenir une spirale infernale. Là. Tu peux commencer, tu es rendu à 11h30 le soir, là, puis au lieu de finir la soirée avec ton chum, tu es en train de répondre, là, puis directement. Puis là, ça peut devenir assez toxique. Donc, il y a vraiment ce travail-là qu'on doit, c'est ça, on doit se forger une carapace dans le côté un petit peu plus difficile parce que je trouve qu'on a la difficulté à débattre de façon civilisée. Actuellement. Et ça, c'est quelque chose que je trouve en politique qui ne devrait pas être. Au contraire, la politique, c'est un échange d'idées. Pourquoi mes collègues sont ici, puis pourquoi vous êtes là aussi? C'est votre intérêt à échanger des idées, développer des projets. On n'est peut-être pas tous d'accord, mais on peut arriver. Et là, les opinions sont très, très polarisées. Donc, c'est un défi, puis il faut le savoir. Quand on s'y lance, on est plein de bonnes intentions, mais il faut être capable aussi de recevoir les coups. Et d'en donner, ce n'est pas mon genre. Ça n'a jamais été ma façon de faire de la politique, mais de croire en nos idées et d'y travailler en fonction de ça. Ouais. Merci beaucoup, Caroline. Alors, Sophie, on peut nous faire un petit bilan de ton expérience jusqu'à maintenant en politique? Moi, honnêtement, je trouve que c'est le plus beau travail du monde, là. Tant par la diversité des responsabilités puis des tâches. Tu sais, pour quelqu'un qui est un peu touche-à-tout, qui est curieux, c'est extraordinaire parce que dans la même journée, tu as une rencontre pour faire avancer un dossier avec des fonctionnaires. Après, tu vas faire une visite d'organisme. Après, tu fais un événement dans le parti. Donc, la pluralité des tâches, la pluralité des apprentissages aussi, parce que tout ça te permet de grandir professionnellement puis humainement énormément. La quantité de gens que tu rencontres aussi, ça, pour ça, moi, je trouve que
c'est un travail qui est béni des dieux, puis spécifiquement, je pense, en politique municipale, puis je ne peux pas vraiment comparer parce que je n'ai pas été élue à d'autres paliers, mais c'est quand même, on le dit toujours, c'est un gouvernement de proximité. Ça fait en sorte que c'est un palier où tu vois rapidement les résultats de tes actions. C'est-à-dire que quand tu travailles justement un dossier, comme Caroline le disait, tu le vois atterrir, puis tu vois ce que ça fait comme changement dans la vie des gens. Donc, c'est extraordinairement gratifiant. Ceci dit, pour être très transparente, c'est aussi beaucoup de sacrifices. Là. Je pense qu'il faut être très transparente par rapport à ça. Quand on en parle, j'ai vu passer dans le chat là, beaucoup de questions concernant la conciliation famille politique. Il faut avoir de l'aide, puis c'est un énorme sacrifice. Là. Moi, je l'ai réalisé en fait pendant la première vague, là, quand les enfants étaient à la maison. Puis que là, tout d'un coup, j'étais là le soir, j'étais là la fin de semaine parce que pendant la pandémie, il n'y a plus d'événements, il n'y a plus de représentation et tout ça. Donc, le changement radical que ça a eu dans mon quotidien familial, là, moi, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé finalement à quel point, en toute transparence, je manquais des bouts. Tu sais, c'est ça, t'es pas là le soir, t'es très, très, très sollicité. Donc, il faut quand même être très lucide quand on fait ce métier-là, je pense, par rapport au fait qu'il y a un coût à payer, tu sais, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, puis je pense qu'après ça aussi, c'est ce que tu véhicules à tes enfants, tu sais, je préfère être dans un métier dans lequel je me réalise énormément et dans lequel je me sens grandir, puis que mes enfants peuvent voir ça, que finalement d'être plus souvent à la maison, mais dans une job qui m'emmerde, puis dans laquelle je ne me réalise pas. Fait que bon, il y a un équilibre à trouver, mais il faut être lucide par rapport à ça. Puis sinon, mais je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de travail à faire. Tu sais, là, c'est une soirée qui est organisée là, par le groupe Femmes de Projet Montréal. Et je pense que, tu sais, il y a encore des barrières ou en tout cas des écueils à la participation des femmes dans la vie publique, dans la vie politique. Puis je veux dire, tant et aussi longtemps que ça ne sera pas toutes les femmes qui auront les mêmes chances. Je pense aux femmes racisées, je pense aux femmes autochtones, je pense aux femmes dans les milieux socio-économiques différents. Il y aura un travail à faire et c'est pas vrai que, oui, on est une instance paritaire au conseil municipal, c'est extraordinaire, mais il y a vraiment un travail à faire. Puis moi, je crois beaucoup en la sororité. Puis je pense qu'on c'est vraiment par là qu'il faut se donner les espaces, puis il faut se baquer entre nous et tout ça. Puis il y a encore des défis, puis il y a encore du travail à faire à cet égard-là. Donc, je fais un bilan très positif de mon expérience en politique municipale. Ceci dit, il y a encore du travail à faire, je pense, là, pour l'égalité des chances, l'égalité de tous, puis que tout le monde puisse trouver son compte, puis que tout le monde puisse se lancer, là. Merci beaucoup à vous quatre. En fait, j'ai l'impression que vous avez abordé tellement de points qui chacun serait super intéressant, en fait, d'aller plus en détail, là, dont justement la question de la conciliation, travail-famille et vie politique, en fait. Puis on a eu quand même quelques questions là-dessus. Donc, j'ai envie déjà, bon, il y a une première question il y a Julie qui se demande, en fait, est-ce que ça ressemble à quoi le quotidien d'une élue, d'une conseillère? Est-ce que vous travaillez à temps plein, à temps partiel? Est-ce que vous avez un travail en plus de votre rôle comme conseillère? Et puis, on peut aussi peut-être poser en même temps la question de la conciliation travail-famille. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez développé des trucs? Est-ce que vous avez un conjoint ou une conjointe qui est particulièrement, qui vous appuie beaucoup? Donc, comment ça se passe personnellement pour vous? Donc, je vous laisse peut-être, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie de prendre la balle et de se lancer. Fanny? Je peux me lancer. Moi, ça a vraiment été la question centrale, en fait. Est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas, en lien avec la conciliation travail-famille? Donc, effectivement, Julie, je comprends entièrement ta question et tes possibles préoccupations en lien avec ça. Moi, j'avais beaucoup aimé l'approche que Émilie Tuillier, donc mairesse d'Annecy-Cartierville, lorsque je lui avais posé la question, ça ressemble à quoi une vie de maman, femme qui se lance en politique? Et j'avais beaucoup aimé sa réponse parce qu'elle disait, il n'y a pas une manière de faire la politique, il y a plusieurs manières de faire de la politique. Et je pense que c'est très important parce que on ne veut pas la même personne qui provient du même moule qui va faire de la politique. Sinon, ça va nous amener à quoi? On va tous voir les choses de la même manière, on va construire les rues exactement de la même façon. On a besoin de plusieurs
personnes avec des profils différents, des besoins différents, qui vont pouvoir apporter beaucoup d'éléments différents à la table de décision finalement. Donc, et je pense que pareil pour comment faire la politique, je pense que chacune doit faire de la politique à sa manière. À partir du moment où nous avons à cœur la politique, à partir du moment où nous avons à cœur notre travail, où nous souhaitons faire avancer nos dossiers, à partir du moment où nous sommes des femmes rigoureuses, eh bien, si on a envie de rester certains soirs d'une semaine à la maison parce que nos enfants ont besoin de nous, on va rester à la maison près de nos enfants parce qu'ils ont besoin de nous. Et à la rigueur, peut-être qu'on se reconnectera à 9 h quand toute la marmaille sera en train de dormir pour répondre à des courriels, appeler des collègues le soir. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de flexibilité en politique. Et encore une fois, on fait la politique avec notre cœur. C'est comme ça qu'on va le faire au quotidien. Oui, parfois, il y a des semaines qui sont complètement folles et intenses, bien sûr, mais je pense que lorsqu'on fait de la politique, on est passionné. Quand on se lance avec passion dans quelque chose, forcément, on y va à 100%, on donne 300% même. Donc, moi, de mon côté, je me suis fixé des limites. Du point de vue de la représentation le soir, c'était pas plus de 3 soirées par semaine. C'était mon maximum pour pouvoir être au courant des devoirs, de comment ça va, les enfants, etc. La fin de semaine, mon mot d'ordre, c'est je participe aux événements, mais avec mes enfants. C'est-à-dire que quand il y a un événement le samedi, je demande aux enfants qui veulent venir avec maman. Si personne veut venir, c'est correct, mais si les 3 veulent venir, ils sont les bienvenus à accompagner maman. Donc, j'arrive avec la marmaille, puis c'est ma manière de faire de la politique. Et si des personnes ont des problèmes avec ça, c'est correct, c'est ma manière de faire la politique. Donc, pour moi, c'était important d'être fidèle à cette volonté que j'avais de voir la conciliation travail-famille. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à la conciliation travail-famille? Je pense que j'ai perdu mon autre idée, mais grosso modo, c'est ça que je voulais dire. Oui, pardon, ça m'est revenu. Au niveau du soutien, effectivement, c'est essentiel d'être soutenue en tant que femme, maman. À partir du moment où on a des enfants, bon, c'est sûr, après, il y a les femmes monoparentales, ça a des défis supplémentaires. J'ai la chance d'avoir un conjoint présent à la maison. J'habite aussi avec ma belle-maman, donc on est dans une maison intergénérationnelle, j'ai beaucoup de chance. Donc, c'est sûr que pour moi, le fait d'avoir ma belle-maman qui m'aide à préparer des repas quand je ne peux pas préparer le repas, d'avoir un conjoint à la maison, c'est sûr que je peux dire que j'ai peut-être des conditions idéales pour me lancer en politique. Ce que je dirais aux femmes qui n'ont peut-être pas ces conditions-là, c'est tout à fait possible parce que vous allez faire la politique, encore une fois, de votre manière, comme vous pouvez le faire et c'est très correct comme ça. Mais oui, c'est sûr que vous avez besoin de soutien. Donc, si vous n'avez pas de mari ou de conjointe à la maison avec vous, faut savoir s'entourer, faut savoir demander de l'aide parce que c'est correct parfois de se sentir complètement, comment dirais-je, enseveli par le travail. Donc, il faut aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Et accepter qu'on n'est pas parfaite, qu'on ne fait pas tout parfaitement. Parfois, on fait passer au travail, passer à la maison, ça peut être assez désespérant, mais finalement, voilà, on fait de notre mieux. Merci, Fanny. Est-ce qu'il y en a une autre qui aimerait... Il y a Magda et Sophie. Magda, vas-y, on vous écoute. Parce que vous comprenez une autre perspective, là, donc je n'ai pas de jeunes enfants et je n'avais pas de jeunes enfants quand je me suis lancée en politique. Mais je peux vous garantir, en regardant autour de moi, les magnifiques dames que vous voyez devant vous, la magnifique Émilie, Laurence Lavigne-Lalonde qui elle était à côté de moi au comité exécutif. C'est possible, même si tu es une jeune femme, même si tu es maman, je vous garantis, elles sont des superwomen, mais on est en général des superwomen, donc c'est possible à le faire. C'est possible à le faire. Je suis d'accord qu'on a besoin d'aide. Même moi qui n'a pas de jeunes enfants, mais j'ai une maman de 90 ans avec moi, qui vit avec moi, mais j'ai un mari qui m'a toujours soutenue. C'est mon poseur de pancartes. Hein? Donc, c'est lui qui m'aide à mettre les pancartes. C'est lui qui me soutient. C'est important d'avoir des amis de la famille qui te soutient, un groupe qui croit en toi. Et je réponds en même temps à une question qui est sur le panel, sur le chat. Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps, donc travailler et être conseillère? Ça dépend.
Ça dépend. Donc, j'ai travaillé le premier mandat, donc de 2013 à 2015, j'avais des projets qui étaient en cours au collège où je travaillais. Donc, j'ai voulu les finir. Donc, j'ai fait les deux jobs en même temps, mais c'est très difficile. Je ne vous le conseille pas. C'est difficile. Essayez de vous investir dans ce que vous faites. Bon, par la suite, j'ai renoncé, je pris un congé sans solde. Mais c'est possible. On a, comme Fanny disait si bien, nos façons de faire, notre perspective, notre approche, mais c'est possible de le faire. Et je vous encourage, ne vous mettez pas des barrières d'âge. Est-ce qu'en bas de 30 ans, on peut… regardez, l'âge, ça venir… c'est pas l'âge, c'est la motivation, c'est ton dévouement à la cause. Et Projet Montréal, pour moi, ça a été une grande inspiration. Et toutes les femmes ont parlé d'Émilie Tullier. Vous savez, elle était bien plus jeune quand j'ai connu Émilie. Elle venait de finir sa maîtrise, 24, 25 ans. Et quand on m'a proposé d'être présidente de Projet Montréal, j'ai dit, mais moi, je ne suis pas capable, je ne sais pas comment faire. Puis, non, je suis comme une nouvelle arrivante ici. Puis elle m'a dit, tu réagis comme une femme. Les femmes disent tout le temps, elles ne sont pas capables. Si je pose la même question à un homme, il va dire, oui, je suis capable de le faire. Vas-y, Magda. Extrêmement inspirante. Émilie, c'est un exemple pour nous toutes. Pour moi aussi. Merci. Merci, Magda. Sophie, si vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bien, très rapidement, on a beaucoup parlé d'une part du fait que cet emploi-là est modulable. Là, Fanny l'a bien expliqué. Je pense que c'est vrai. On a parlé aussi de l'importance d'avoir du support et du soutien. Il ne faudrait pas non plus minimiser l'apport de pionnières parce qu'on a beaucoup parlé du support personnel, donc nos conjoints, nos amis, notre famille. Il y a aussi des gens qui sont venus avant nous qui ont mis en place des mesures aussi pour nous accompagner. Puis ça, c'est une façon aussi d'encourager la participation de femmes en politique ou maintenant de jeunes papas. Mais je veux dire, moi, j'ai été la première élue montréalaise à pouvoir me prévaloir d'un congé parental. Alors, on parlait d'Émilie Tullier. Elle, quand elle a accouché, là, si elle ratait une séance du conseil municipal, elle était… je veux dire, c'était pas légitime. Il n'y avait pas cette excuse légitime-là, là, selon le règlement municipal, de s'absenter parce qu'on accouchait ou pour des raisons familiales. Donc, les choses ont changé aussi. L'année passée, dans le budget qu'on a présenté à Projet Montréal, on a réservé une enveloppe, en fait, pour payer du staff supplémentaire quand les élus sont en congés parentaux. Donc, Cathy Wong, quand elle a quitté, parce qu'elle a eu sa petite fille cet été, on a pu, grâce à cette enveloppe-là, engager à l'arrondissement Ville-Marie une employée de plus pour pouvoir venir l'accompagner dans ses tâches, parce qu'on sait que, contrairement à d'autres emplois, on ne peut pas se faire remplacer, étant donné qu'on est élu, donc on représente les gens qui nous ont élus. Mais ceci dit, il n'y a rien qui empêche toutes sortes de mesures, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à travailler. Le Conseil des Montréalaises aussi a beaucoup milité, puis a beaucoup soumis des propositions en ce sens-là, et ça aussi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'apport de mesures structurantes pour encadrer puis accompagner les parents, parce que c'est plus juste les femmes, mais les parents dans leur conciliation famille politique. Merci à vous. Caroline, est-ce que tu voulais ajouter un petit quelque chose? Mes collègues ont tout dit, donc je veux laisser pour d'autres questions. C'est vraiment très bien résumé. Parfait. J'avais envie, en fait, on a reçu une question de Marie-Michel en avance qui vous demande, en fait, si c'est mieux de se lancer en politique en début de carrière et ensuite d'avoir une carrière de politicienne, ou si c'est préférable d'acquérir une expérience professionnelle puis ensuite aller vers la politique. Donc, est-ce que vous avez une opinion par rapport à ça? Qu'est-ce que vous croyez qui est préférable? Est-ce que Sophie? Oui? Ça peut être quelqu'un d'autre aussi, là. Mais je pense que tous les parcours se vaut. On l'a beaucoup mentionné, puis il faut le réitérer. Des gens de différents backgrounds, avec différents profils, avec différentes compétences. C'est ça qui fait en sorte que finalement, on fait avancer la ville. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ceci dit, puis peut-être Caroline l'a évoqué très rapidement, plutôt elle s'est lancée plus rapidement. Puis bon, mine de rien, elle disait qu'il y a un effet un peu pervers. Des fois, quand on se lance en politique, après ça, on est comme tagué. Et donc, de construire une carrière après ça, ça va demander certains efforts, puis certains…
en tout cas, Caroline serait mieux outillée pour l'exprimer, mais a priori, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de bonne réponse à cet égard-là. Comme on l'a dit, tous les parcours se valent, puis je pense qu'il faut qu'on le sente aussi. Fanny disait, il est arrivé un moment dans ma vie où je sentais que j'étais rendue là, bien que ça m'a toujours intéressée. Je pense que toutes les réponses sont bonnes à cet égard-là. Oui, Caroline. Absolument, mais Sophie. Oui, mais en fait, tout à fait d'accord avec Sophie. Puis c'est un peu ça tantôt, tu sais, j'évoquais en début de carrière ou peut-être, disons, à la mi-temps, peut-être, qu'on pourrait le résumer. Mais c'est très bien résumé par Sophie. Donc, il y a plusieurs résumés. Mais oui, il faut être consciente que la politique, tantôt, je disais stigmatise, là, pour des employeurs, ils ne réalisent pas c'est quoi nécessairement le travail d'un élu municipal, parce qu'on devient très multidisciplinaire. C'est fascinant le nombre de dossiers. Je ne peux pas dire, bon, il y a des exceptions, puis on devient, il y a des dossiers sur lesquels on est particulièrement, on développe une expertise, mais on touche vraiment à tout, là. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant du travail, mais en même temps, par la suite, donc, un employeur, est-ce qu'il reconnaît pourtant, on fait de la gestion de crise, on fait pratiquement de la relation d'aide avec des citoyens, des attitudes en communication. C'est vraiment, c'est très, 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 très varié. Mais donc, c'est vraiment difficile de répondre à la question. Chaque personne a un parcours différent. Mais je pense que c'est important de prendre le temps parfois de bien s'entourer. Moi, je le mentionne souvent, je le disais pas plus tard qu'aujourd'hui, en souhaitant bon anniversaire à mon directeur de cabinet, que j'avais une grande chance d'être bien entourée. Mais quand on se lance pendant l'étape de carrière, puis des fois, Sophie aussi le résumé, ça peut aller très, très rapidement. Des fois, c'est quelque chose qui se prépare pendant plusieurs années, puis d'autres fois, il y a une opportunité qui se présente et puis vous réfléchissez, puis vous retrouvez quelques jours plus tard à annoncer votre candidature. Mais quand même de prendre le temps de bien s'entourer, d'avoir des gens de confiance parce que la politique a des... Je l'ai dit tantôt, là, puis qu'on comprenne bien, j'adore ce que je fais, mais il y a un côté aussi, parfois, c'est important d'avoir des gens solides autour de nous qui, des fois, apprennent avec nous, mais c'est des gens à qui on a confiance et surtout qui nous supportent, qui nous aident, mais qui nous permettent de pouvoir vraiment développer autant de projets, puis même je parle quand on est élu, mais comme candidat, là, on se dit, bon, mais moi, je vais aller faire du porte-à-porte, je vais aller de mon côté, mais c'est pas un one-man show, one-woman show, c'est vraiment pas ça, là, ça prend une équipe, tantôt, je voyais aussi la question, peut-être que je dérive un peu, mais faire du financement, moi, la première fois quand je me suis lancée, je n'avais pas pensé à ça, moi, nécessairement, faire du financement, développer des contacts, des gens avec qui tu dois dire, écoute, moi, je veux me présenter, j'ai besoin de toi parce que je veux pouvoir faire connaître mes idées, je veux avoir des dépliants à distribuer, je veux avoir des affiches pour me faire connaître, je veux avoir un site web qui permet une plateforme pour faire diffuser mes idées, mais ça prend de l'argent. Puis c'est un côté, quand on dit que ça prend de l'argent, c'est pas ta poche, là, c'est de contribution que tu vas chercher de ton milieu, que tu as pu aussi créer comme réseau. Donc, ça peut se faire en tout début de carrière aussi, mais c'est important quand même de connaître ces choses-là aussi avant de se lancer pour de partir cette grande aventure qui est la politique. Merci beaucoup à vous deux. On a reçu une question, en fait, plusieurs personnes qui nous ont demandé, en fait, qui seraient curieuses de vous entendre sur la manière de mentorer, de coacher des femmes immigrantes ou racisées qui aimeraient se lancer en politique, mais qui vivent le double syndrome de l'impostrice, en fait, à la fois femme et racisée ou immigrante. Donc, quels seraient vos conseils pour les aider, la manière de les appuyer dans cette démarche-là? Peut-être Magda, j'ai l'intuition que vous auriez quelque chose à dire là-dessus. Mais oui, j'ai beaucoup de, comment dirais-je, et je comprends tout à fait le besoin de soutenir ces femmes, parce que c'est les barrières chez nous qu'on se les met. En premier, dès qu'on réussit à dépasser les barrières que nous, on les voit, le reste, ça se passe mieux. Donc, bien sûr que vous avez, mesdames, besoin d'aide, vous avez besoin de mentorat, vous avez besoin d'être rassurés que vous êtes capable, vous êtes plus que capable. On a la chance de vivre dans un monde qui est ouvert d'esprit,
qu'il y a beaucoup de pression sociale et que le chemin, il est pas facile, mais il est un peu moins rocailleux. Hein. Disons que vous pouvez le parcourir, vous pouvez dans cette période mieux. Donc, moi, je vous encourage fortement de ne pas vous mettre vous-même les barrières. Laissez les autres vous mettre les barrières, mais pas vous là. Dites-vous, je suis capable, je veux réussir et venez chercher de l'aide. Projet Montréal l'offre grandement, le parti, il est très, très bien organisé. Je me porte volontaire. Les courriels des élus municipaux sont publics. Écrivez-moi sur Facebook, okay. Si je peux vous aider, si je peux vous conseiller, ça va me faire grand plaisir. D'ailleurs, c'est mon dernier mandat, donc regardez, et je le fais parce que je considère que j'en ai encore à donner au suivant et j'en ai quelques projets que je ne veux pas laisser en suspens. Mais sinon, ça va me faire grand plaisir de vous aider. Moi, je me permets de dire justement de saisir cette belle membre de Magda, puis je sais qu'on est toutes très disponibles et ouvertes, mais Magda, je sais, a une très belle expérience, puis vous seriez étonnés à quel point, en tout cas moi, toutes les élus que j'ai rencontrés, les femmes élues, à quel point qu'elles sont toujours très ouvertes et très disponibles pour répondre à des femmes qui sont intéressées à se présenter en politique, de ne pas hésiter à demander aussi à des femmes qui vous inspirent dans différents domaines, qu'elles deviennent vos mentors, que ce soit oui, il y a des politiciennes, mais des femmes dans des domaines aussi qui savent vous inspirer, de ne pas hésiter de dire, écoutez, vous m'inspirez par votre parcours et vous seriez étonnés. Peut-être que plusieurs d'entre vous l'avez déjà fait, mais moi, en fait, les femmes qui m'ont donné, les personnes qui ont eu la plus grande incidence dans ma carrière, politique ou non, en fait, ces personnes-là sont des femmes. J'ai quand même senti une belle solidarité féminine, mais pour ce qui est, et là, je vois notamment dans les commentaires, les femmes racisées savent qu'elles sont capables, mais les barrières auxquelles elles font face sont bien réelles. J'en suis bien consciente et je ne me verrai pas, là, je veux certainement pas émettre parce que les barrières auxquelles vous faites face, mais je pense que Magda l'a très bien résumé, mais sachez que les femmes sont là, on est là, il y a une solidarité quand même qui est très forte et de ne pas hésiter à cogner aux portes. Et seulement si vous me permettez, je reviens à un commentaire que j'ai fait très vite. Femmes politiques et démocratie, c'est un groupe de femmes absolument extraordinaire. C'est ma formation en politique, c'est à travers ce groupe que je l'ai fait. Seulement cherchez-le sur Internet, inscrivez-vous à travers le parti, il est possible de le faire. Osez. Merci Magda. Sophie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ben, tu sais, on est pas mal entre femmes, là, donc on le sait qu'on s'en met nous-mêmes des barrières, mais ceci dit, ça reste que c'est quand même une culture, c'est quand même une structure sociétale qui fait en sorte que ces barrières-là existent. Puis, bien entendu, chaque femme comme individu a une part de responsabilité par rapport à ça, de déconstruire certains schèmes et tout ça, mais je pense aussi qu'on a une responsabilité collective, tant nous, les femmes comme élues, mais nos collègues masculins aussi, de s'assurer qu'on fait de l'espace pour ben, on parle de femmes racisées, mais je veux dire, on peut parler pour les femmes en général, ou par exemple, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes en politique municipale pour les jeunes. Je veux dire, ça passe. Il y a le Conseil du statut de la femme qui a fait un fabuleux mémoire il y a quelques années qui s'appelle « En route pour la parité ». Puis bon, c'était plus au niveau du palier provincial, mais il disait, tu sais, une des meilleures façons d'aller chercher des femmes, et je pense que ça s'applique pour les femmes racisées ou les minorités visibles, il faut commencer le recrutement tôt, parce que ça prend du temps à faire cheminer certaines personnes par rapport à ce genre de processus-là. Donc, de commencer à recruter tôt, de ne pas attendre non plus que les gens nous interpellent. Puis, je suis la première à le dire, si ça vous intéresse, écrivez-moi, appelez-moi, ça va me faire plaisir de partager mon expérience, mais je pense qu'on a une responsabilité aussi de nous faire ce pas-là vers les autres, puis dire, hey, il y a telle personne dans ce milieu-là, je trouve qu'elle a telle compétence, je trouve qu'elle a de la drive, je trouve qu'elle a ci, je trouve qu'elle a ça. Moi, je vais lui passer un coup de fil, je vais aller la chercher, je vais l'amener. Je pense qu'on a vraiment une responsabilité aussi, étant déjà dans ces postes-là, d'aller chercher
des gens de tout parcours. Ça passe beaucoup par un partage de réseau, je pense aussi. Moi, je crois beaucoup aussi en la Shine Theory, de mettre en valeur des femmes, des collègues. Quand on a une opportunité d'utiliser la visibilité que nous, on a pour donner de la visibilité à d'autres. Donc, il y a vraiment ce travail-là, je pense, que nous, on a à faire comme femmes qui avons accédé. Puis, je veux dire, moi, je vis plein d'injustices encore, puis je le sais ultimement, je veux dire, je suis une femme blanche, je suis une femme privilégiée, puis je pâtis de certaines injustices, fait que j'ose même pas imaginer c'est quoi cette double discrimination-là. Fait que, je pense qu'on a une responsabilité, je pense qu'on a une responsabilité aussi d'éduquer nos collègues masculins, de les sensibiliser à ces enjeux-là. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis je veux dire, même dans un milieu extraordinairement bienveillant, dans un milieu très, très, très égalitaire, je veux dire, il en reste encore des freins, il y en a encore du travail à faire. Fait que je pense qu'il y a vraiment une responsabilité collective qui nous incombe tant aux femmes qui y sont déjà qu'aux collègues masculins qu'à tout le monde. Fait qu'écrivez-moi, mais je vais le faire moi aussi. Je vais vous appeler pour la prochaine campagne. Ben, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y aura effectivement un programme de mentorat là, dans les prochains mois à Projet Montréal. Donc, il y a des élus qui seront mis à profit. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez nous écrire là, à Projet Montréal, puis on va pouvoir vous mettre en contact avec nos fabuleux élus qui sont disponibles pour vous. Une question de... Fanny, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe à... En fait, je voulais juste ajouter une toute petite chose. Mes collègues ont vraiment exprimé l'ensemble de ma pensée également. Bien sûr, je suis disponible. Je pense que toutes les femmes du caucus de Projet Montréal, n'hésitez pas à les contacter. Ciblez les femmes élues qui sont... dans vos quartiers. Et sinon, n'hésitez pas à contacter d'autres femmes élues si jamais il n'y a pas de femmes élues dans votre quartier de Projet Montréal. Aussi, comme le disait Magda, vous êtes capable, premièrement, mais aussi, il y a quelque chose qui est important que vous ayez en tête, c'est qu'on a besoin de vous. Si on veut avoir une société qui est plus inclusive, une société qui est plus représentative de sa population, nous avons besoin de femmes issues des diversités présentes à Montréal. Donc, il ne faut vraiment pas vous penser que vous êtes en train de quémander quoi que ce soit lorsque vous nous approchez. On a besoin de vous. Donc, vous nous faites une fleur quand vous venez nous voir, vous nous posez des questions. Donc, voilà, c'était mon petit ajout. Merci beaucoup, Fanny. J'aimerais vous entendre. En fait, il y a Julie qui se demande si vous avez dû changer votre manière de vous exprimer ou d'être depuis que vous êtes politicienne. Puis ça fait écho quand même. Il y a plusieurs recherches là, qui démontrent que les femmes en politique ont tendance à développer des stratégies de communication spécifiques parce qu'on le sait, on a eu plusieurs exemples dans les derniers mois, les dernières années, mais on sait que les femmes... dans les médias, on a tendance à beaucoup s'attarder sur la manière dont elles s'expriment, la manière dont elles s'habillent. Donc, est-ce que vous avez l'impression que vous avez développé des stratégies comme ça de communication, que vous avez peut-être changé votre manière de vous exprimer pour s'assurer que le message passe, là, puis qu'on s'attarde au contenu de ce que vous avez envie de dire? Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Une grosse question, là, mais est-ce que quelqu'un a envie de se lancer? Magda, oui. Probablement que, bon, comme j'ai plus d'expérience dans la vie, c'est plus difficile à changer. Bon, on peut s'améliorer, mais changer, non. J'ai vu aussi sur le chat la question, est-ce que vous êtes forcé de mentir ou vous êtes mise dans une position de ne pas dire la vérité? Ben, bonne chance de me mettre dans une situation où je ne dis pas la vérité. Ceux qui me connaissent, ils connaissent très bien aussi mon franc-parler. Non, effectivement, il y a des stratégies de communication où tu peux adoucir tes propos, où tu peux essayer de rejoindre des gens qui proviennent d'un spectre, pas seulement ceux qui sont d'accord avec toi, mais aussi d'essayer de convaincre ceux qui sont presque d'accord avec toi. C'est vrai, Caroline avait tout à fait raison tout à l'heure quand elle disait qu'on vit des temps très polarisés et très difficiles. Mais
je ne crois pas qu'on doit changer, je crois qu'on doit mettre en commun, et vous avez vu ce qui nous anime, nos 4 panélistes qui sont présentes, c'est la même fougue, le même vouloir de servir l'intérêt commun, la même passion pour ce qu'on fait. On peut formater le message pour que ça passe bien, dans les médias surtout, mais on ne va pas dire, on va pas mentir. C'est sûr. Bien sûr que les apparences sont importantes et que tu es jugée comme femme sur la façon que tu t'habilles, sur la façon que tu es une femme. Je ne vais pas vous raconter mon expérience traumatisante des médias, là, mais on est capable, les filles. On est capable et puis on se forge un caractère. Ça sert aussi à ça, la politique. T'écoutes-moi les médias sociaux, t'écoutes-moi tes opinions et tu es ciblé sur les résultats et c'est ce que tu souhaites faire. Merci, Magda. Fanny, tu avais levé la main aussi? Oui, en fait, je pourrais juste ajouter une petite chose. Ben, comme Magda, on ne pourra pas me prendre pour une poupée de chiffon ou une marionnette pour me faire dire n'importe quoi. Ça ne passerait pas. Je ne serais pas à l'aise avec mon rôle, avec moi-même. Cependant, oui, il y a toujours une situation qui me crée plus de stress. Et Magda l'a dit tout à l'heure, c'est si, par exemple, je dois parler à des médias. J'ai toujours cette crainte qu'on prenne une citation et qu'on me cite hors contexte pour tenter de me faire dire quelque chose que je ne veux pas dire. Donc ça, c'est toujours... Oui, je vais faire attention lorsque je parle publiquement parce que c'est ça à quoi je veux faire attention. Je ne veux pas qu'on me cite hors contexte et que mes propres paroles se retournent contre moi. Donc, ça serait peut-être juste ça. Je fais attention à ça. Mais sinon, non, je dis ce que je pense suivant mes valeurs, mes principes. Ah. Merci. Caroline? Oui, puis je dirais aussi les citoyens ont soif d'authenticité. Donc, c'est important de rester la même personne, de ne pas commencer à changer sa façon de parler avec son cœur. Ça, je sais, moi, que les gens apprécient. J'essaie même des fois, c'est facile là, de commenter ou des fois de répondre à des médias en donnant une réponse qui est tellement formatée. Puis tu me dis, comment je peux aller au-delà de ça? Moi, je dirais, c'est peut-être plutôt comme mairesse d'arrondissement, un défi que j'ai. Souvent, si je vais, comment je peux dire? Je vais jamais mentir, qu'on se comprenne bien. Mais des fois, il y a un dossier qui peut être particulièrement épineux en termes de, disons, le dossier se retrouve devant les tribunaux. Et là, moi, je ne veux pas répondre. Bien, le dossier se retrouve devant les tribunaux, donc je ne commente pas. T'sais, on ne m'entendra jamais dire pas de commentaire. Ça, là, c'est une formulation, pas de commentaire, là, que je suis élue, les gens s'attendent à ce que je réponde à leurs questions. Et si je dis pas de commentaire, pour moi, il y a comme un non-sens dans le... Mais en même temps, je suis consciente que ce que je vais dire peut peut-être entraîner une poursuite de centaines de milliers de dollars contre l'arrondissement que je représente parce que moi, je vais décider d'y aller avec le fond de ma pensée. Fait que là, c'est l'équilibre entre défendre les citoyens, puis ça, pourquoi je suis là, puis de leur parler, tout en étant, disons, en trouvant les façons pour dire, non, regarde, moi, je défends le citoyen, puis je défends l'organisation en tant que telle, c'est celle que je représente. Et la ligne, je vous le dis, des fois, ça peut être un certain défi quand, dans mon cas, où je suis la porte-parole de l'arrondissement. Et ça, c'est toujours avec je dirais, le service de communication. Mais ils me connaissent, les citoyens, je pense apprécient ça sur des dossiers assez litigieux là, que j'ai eu à traiter disons, depuis le début de mon mandat. Je pense que l'équilibre a été trouvé en parlant aux citoyens, en ne me cachant pas derrière, de me défiler, tout en connaissant les impacts que peuvent avoir lorsqu'on... Parce que le municipal, là, je termine là-dessus, c'est ça qui est quand même... On est là, vous êtes dans le terrain, première ligne. Là. Ce que vous dites là, a une incidence directe sur des projets, sur des... c'est extrêmement concret. Donc, vos paroles ont une portée souvent sur la suite d'éléments qui sont très, très importants. Fait que c'est ça, c'est l'heureux équilibre en gardant son authenticité. C'est le cœur même de l'engagement. Merci, Caroline. Sophie, est-ce que tu voulais
répondre à ça? Bien, vite, si on a le temps, on a abordé la question des médias puis la question de la discussion avec les citoyens. Puis je pense qu'on souhaite tous demeurer authentiques. Puis effectivement, comme Caroline le disait, il y a une soif de ça, je pense, pour combattre une certaine forme de cynisme en politique. Donc, je pense que de rester authentique est fondamental. Ceci dit, moi, je ne sais pas si je suis rabat-joie, mais je pense qu'on a certains réflexes inconscients qui demeurent, où on va des fois changer un peu notre comportement par la force des choses. Moi, je donne des exemples. Moi, je suis arrivée, j'avais 32 ans, j'étais enceinte dans des rencontres où je me retrouve avec 10 fonctionnaires de 50 ans, tous des messieurs blancs. Puis des fois, tu veux arriver à tes fins, puis tu veux sortir de cette rencontre-là avec le résultat que tu souhaites. Puis je pense que indûment, sans nécessairement toujours le vouloir, on ajuste notre comportement, puis souvent, ça nous permet de faire des gains à court terme, mais ça peut avoir un peu des effets pervers, effectivement, parce qu'on joue un rôle qui nous sied bien dans le contexte, qui nous permet d'arriver à nos fins, mais qui ultimement... je ne veux pas finir ça sur une note négative. Là. Je regarde Annie, je pense qu'on est pas mal sur la fin, mais je pense encore une fois que collectivement, on a un travail à faire aussi pour... puis ça va au-delà du vœu individuel. Là. Je pense qu'on a quand même des chaînes de pensée et des structures, des fois, qui nous font rentrer dans des patterns, puis c'est à nous collectivement de les déconstruire. Là, mais encore une fois, je suis fatigante avec ça, mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à une équité qui n'est pas juste une équité de droit, mais qui est une équité de fait dans la façon dont on est traité, dans la façon dont on fait cheminer les dossiers. Et je vous invite à venir participer à ce travail avec nous. C'est une très belle manière de mettre fin à notre rencontre. Donc, le temps file, il est déjà 20h15. En fait, je voulais juste vous souligner, là, on a eu plusieurs beaux commentaires de gens qui vous trouvent très inspirantes dans le chat. Donc, je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de venir répondre à toutes ces questions ce soir. C'est un très beau quatuor, très diversifié, mais on a pu quand même en 1h15 parcourir plusieurs sujets, répondre à plusieurs questions et espérons, là, c'est ça, répondre à plusieurs questions de nos spectateurs et spectatrices. Donc, merci à tout le monde qui a été avec nous ce soir. C'est très apprécié et on vous invite à rester au courant. On a plusieurs événements. Là, Projet Montréal tient plusieurs événements ces temps-ci, que ce soit en arrondissement, avec le parti, donc avec les élections qui s'en viennent. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter et ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans notre famille de Projet Montréal et de vous appuyer si vous avez envie de devenir candidate aux prochaines élections. Donc, merci encore. Merci à toi, Annie. Merci à toi, Annie, d'avoir si bien guidé cette soirée, puis à tout le monde qu'on ne voit pas, mais qui ont travaillé très fort là, pour faire arriver cet événement virtuel. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Absolument. Merci tout le monde. Puis merci à tous les participants aussi, là, parce qu'on sait que c'est pas facile. Moi, déjà, Zoom, c'est déjà un grand frein. Vous êtes là, l'heure probablement pour plusieurs, du souper, du bain, du dodo. Mais déjà, ça démontre le grand intérêt que vous avez. Puis c'est un premier pas, je pense, pour sûrement plusieurs d'entre vous qui avaient l'intérêt de faire le saut. Donc, on espère qu'on vous a donné envie de faire le saut. Puis vous pouvez toujours compter sur nous. Et n'hésitez pas de nous contacter. Absolument. Écrivez-nous. Merci à vous. Merci, Annie. Merci Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, Annie.